La lettre 99 des lettres persanes fait partie du cycle des lettres de voyage où Usbek, Erika, en touriste et en ethnologue, se livrent à leurs observations sur les us et coutumes des Français. Cette lettre donc se situe au cœur de l'œuvre, 6 ans après le départ d'Usbek d'Ispahan. Ce qui laisse à penser que les deux Persans commencent à bien connaître le milieu qu'ils décrivent et que leur observation est par conséquent fondée. Plusieurs lettres ont déjà décrit la vie des Parisiens, visant notamment leur malsaine curiosité, par exemple la lettre 30, ou la coquetterie des femmes dans la lettre 52. Toujours est-il que la lettre est signée Rika, qui est le plus observateur et le plus moqueur des deux Persans. Elle fait suite à une lettre d'Usbek, qui traitait de l'instabilité économique et sociale qui règne en France. Et elle est suivie d'une autre lettre de Rika, qui s'intéresse au système judiciaire français, frappé également du même défaut d'inconstance. La France ne faisant finalement qu'emprunter aux autres pays. Donc, la lettre s'inscrit dans un petit cycle sur l'instabilité politique et morale. Ce cycle est à inscrire dans son contexte. En effet, le contexte est celui de la Régence, qui a fait suite au règne de Louis XIV. Et donc, la Régence connaît plusieurs mutations sociales qui rendent le régime vacillant. La lettre 99, donc, se concentre sur les mœurs, et notamment sur la mode, que le pouvoir dicte, rendant tout particulièrement instable. C'est ce qui donne l'occasion à Rika d'en faire la satire. Je vais alors procéder à la lecture de cette lettre 99. Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure ? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage comme celui de leurs ouvriers. Et, avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée 30 ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui est représentée ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur auteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui pourrait le croire ? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement. Et les règles de leur art ont été asservies à ces fantaisies. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches. Elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en dise le critique, les femmes se trouvent autrement faites que leur mère. Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. Bien. Pour étudier donc cette lettre sur l'instabilité des mœurs, nous pourrions poser la problématique suivante. En quoi le portrait satirique que dresse Rika des Français permet à Montesquieu de faire la critique de la société et du pouvoir de son époque. Montesquieu ouvre sa lettre en donnant son avis sur le caractère instable des modes. Elles instaurent un principe d'amnésie dans les mœurs et plus tard dans la politique qui confine au mensonge.
Les apparences sont trompeuses et les êtres se dissimulent en permanence. En vérité, il s'agit là d'un lieu commun des moralistes de vitupérer la mode. Pour La Bruyère, par exemple, un siècle plus tôt, la mode est une folie qui découvre bien notre politesse, pour le citer. Alors d'entrée de jeu, le pronom personnel « je », avec lequel se conjugue le verbe de penser « trouver », rappelle le caractère subjectif de l'énoncé, de même que le complément circonstanciel de lieu chez les Français marque quant à lui l'éloignement du locuteur, étant donné qu'il s'agit de Rica, un persan qui observe les Français. Donc, il s'agit bien du regard d'un persan qui, en tant qu'étranger, peut se permettre de juger et d'adopter une attitude moqueuse et sarcastique. Le groupe nominal « caprice de la mode », le terme « caprice » revenant 2 fois dans le texte, vise implicitement à comparer les Français à des enfants et introduit l'idée d'une frivolité, laquelle définit particulièrement l'esprit français selon Montesquieu, faisant souvent référence au badinage. L'adjectif étonnant du fait de la syntaxe perturbée par le complément circonstanciel chez les Français est relégué, vous remarquez, en fin de phrase. Cette perturbation de la syntaxe permet de rendre compte finalement de l'étonnement du persan. L'adjectif est d'autant plus implacable, si j'ose dire, qu'il ferme la phrase, tel un tribunal qui rendrait son jugement. La deuxième phrase, oui bien sûr, est constituée d'une succession d'interrogatives indirectes aux constructions syntaxiques parallèles. Cela joue alors du comique de répétition. Rica s'amuse des méfaits de la mode qui tend à vider les esprits de tout repère. Le comique est appuyé par l'antithèse été et hiver, et le caractère hyperbolique des verbes oubliés et ignorés. Montesquieu, en fait, exagère l'ignorance dans laquelle la mode place ses usagers qui se laissent porter par son flou, ne se rappelant plus ce qu'ils portaient en été et ne sachant pas encore ce qu'ils porteront en hiver. L'exposé des modes se clôt sur une considération d'ordre, disons, économique. Montesquieu ironise en utilisant le conditionnel « on ne saurait dire » pour montrer le coût de la mode, qui est un méfait qui s'ajoute à sa vitesse. Le fait que le groupe nominal « la femme » soit placé en complément circonstanciel d'objet direct vise à considérer la femme comme, précisément, un objet qu'il s'agirait de mettre au goût du jour, d'actualiser. La mode, ainsi, déposséderait les êtres de leur identité de sujet pour les constituer en simples objets, peut-être même de décoration. Rica continue de s'amuser de l'instabilité des mœurs françaises en grossissant les effets. Leur vitesse est telle qu'elle empêcherait tout portrait de se constituer, voire même toute reconnaissance d'avoir lieu. C'est ce que souligne la question de rhétorique au conditionnel. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Le conditionnel ici s'oppose au groupe nominal, une description exacte, afin de faire ressortir la vanité du projet, celle donc de les décrire. Cependant, on remarque qu'il ne s'agit que d'une prétérition, puisqu'il prétend ne pas vouloir en parler alors qu'il est très exactement en train d'en causer. Cela participe ainsi de la satire de cette lettre. Le champ lexical de la peinture, ou plus généralement de l'art, avec les termes tels que description, parure, ouvrage, peintre, fantaisie, souligne le caractère artificiel des modes. Chacun cherche à se parer d'apparence afin de se distinguer ou, nous le verrons plus tard, de se mouler. Le verbe démolir prend un sens hyperbolique et amplifie la violence de ces révolutions permanentes. Celle-ci est accentuée, cette violence, par la comparaison comme celui de leurs ouvriers. Ainsi, la vitesse des mœurs ne fait pas que rendre obsolète la description du persan, mais également l'œuvre des couturiers et des joailliers qui produisent tous ces objets de mode. Rica passe ensuite au présent à valeur de généralisation pour décrire une situation cocasse décrivant une femme
le pronom indéfini, l'article indéfini une femme, ici en vérité a valeur de généralité. Donc, je disais, il utilise le présent pour décrire une situation cocasse qui est la suivante. Un fils qui serait parti ne reconnaît plus sa mère après 6 mois d'absence. Il la prend même pour une étrangère. On peut donc retrouver ici une forme de comique de situation. La comparaison, aussi antique que si elle était oubliée 30 ans, devient grotesque par l'antithèse qu'elle constitue avec le nombre de mois, qui n'est que de 6. Dans l'ordre de la mode, 6 mois équivalent donc à 30 ans. On retrouve le même principe de décalage comique dans la phrase qui suit « Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. » Bref, Montesquieu s'amuse. S'ensuit une série de portraits qui confinent à la caricature, ainsi que le veut la satire. Le regard se porte sur plusieurs détails vestimentaires, les coiffures, les faux grains de beauté qu'on appelle aussi mouches, la silhouette, bref, tout y passe. L'adverbe temporel quelquefois, puis l'adverbe de manière insensiblement, qui s'oppose à la brutalité des termes qui suivent, révolution et tout à coup, permettent d'exagérer la vitesse du changement. C'est une révolution permanente. À ce propos, les nombreux verbes de mouvement qui émaillent le paragraphe, monter, descendre, mettre, faire, hausser, élargir, permettent de rendre compte de cet emballement frénétique des modes. On retrouve alors, comme dans le précédent mouvement, de nombreuses antithèses hyperboliques qui instaurent un contraste comique entre ce qui a été et ce qui est tout à coup. Les coiffures montent, puis redescendent. Le visage est au niveau du visage, et ensuite se retrouve au milieu du corps. Les pieds étaient au niveau du visage, du fait de la hauteur, alors que normalement ils étaient avant de la hauteur. Les pieds se retrouvent au niveau du visage, du fait de la hauteur, cette fois des talons, alors que normalement ils devraient bien sûr se retrouver au niveau du sol. Bref, autrefois s'oppose aussi à aujourd'hui. C'est un véritable sans dessus-dessous qui règne. À tel point que cela dépasse l'entendement, comme le suggère la question rhétorique au conditionnel. Qui pourrait le croire ? Montesquieu tend un véritable miroir déformant à son époque. L'anecdote des architectes obligés de hausser, baisser, élargir les portes selon les fantaisies de la mode est bien entendu comique. L'accumulation de verbes d'action y contribue. Enfin, le paragraphe se clôt sur une phrase générale qui anticipe la réaction des mauvais plaisants, des critiques. On le voit par la proposition subordonnée circonstancielle de concession, quoi qu'en dise le critique. Il pose, au présent de vérité générale, une règle qui veut que les filles soient différentes de leur mère pour glisser vers une analyse, cette fois politique. On remarquera au passage que la périphrase de la France, en changeante nation, résume en une formule l'essence de ce pays où rien, décidément, n'est stable. Le dernier paragraphe rend la satire encore plus corrosive et la critique ne vise plus seulement les mœurs, mais également la politique. D'ailleurs, c'est celle-ci qui permet d'expliquer l'instabilité des mœurs. Rica, en bon observateur, indique à Rédy que ces changements intempestifs sont en fait encouragés à la tête même du royaume. La comparaison qui ouvre le paragraphe, il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes, se charge d'opérer ce travail de généralisation, on le voit par le présent de vérité générale. Il ne s'agit pas seulement de mode vestimentaire, mais également de mode existentiel, si j'ose dire. Cette comparaison est expliquée par la proposition coordonnée par les 2 points qui engage ici une explication. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Montesquieu critique donc ici le comportement des Français qui étaient autrefois moroses durant la vieillesse de Louis XIV et qui s'avèrent maintenant enfantins, puérils durant la Régence. Je vous rappelle que le roi est un enfant. Donc, à un roi enfant, un peuple enfantin. Le conditionnel, il pourrait, ironise sur la servilité des Français, alors monarques,
comme le souligne en fait le rejet en fin de vers de la subordonnée hypothétique s'il l'avait entrepris. Tout dépend au fond de l'entreprise du prince. S'il le décide, alors tout le peuple va suivre. L'anadiplose, qui est en fait un procédé de reprise. Alors pour l'expliquer rapidement, l'anadiplose, c'est le fait de retrouver un terme en fin de proposition pour qu'il se retrouve ensuite en début de la suivante. Bon, une sorte de phrase qui rebondit, si vous voulez. Alors, l'anadiplose finale souligne le caractère mimétique des sujets. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. Et ainsi, on voit comment il y a une chaîne mimétique qui s'opère. Et d'ailleurs, cette phrase résume la dernière phrase. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à tous les autres. On retrouve dans cette ultime phrase une métaphore. La métaphore du moule qui renvoie en fait à la mode. Les modes sont l'œuvre du roi et les Français ne font que le singer, tels des moutons de Panurge.